Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints. Je vous propose qu'on attende encore une petite minute pour que les derniers participants puissent nous rejoindre et nous débuterons ce premier webinaire. Bonjour Dimitri. Bonjour Paul-Georges, bonjour à tous. Allez. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous allons donc pouvoir démarrer ce premier webinaire, donc suite au lancement du club actionnaire de Damartex. Nous sommes donc ce soir en compagnie de Patrick Seguin et Bruno Desfaches qui vont vous faire un petit aperçu général de la société et s'en suivra une période de questions-réponses évidemment pour que vous puissiez leur adresser toutes vos interrogations. Quelques petites règles de bienséance digitale avant que nous commencions. Évidemment, pour éviter les échos, je vous invite tous à couper vos micros dès le début de la réunion. Par la suite, lorsque adviendra la session de questions-réponses, n'hésitez pas à lever la main ou bien même indiquer dans le chat que vous souhaitez prendre la parole. Et évidemment, nous serons très heureux de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Avec une caméra, c'est évidemment encore mieux. Je tenais également à vous indiquer avant le début de cette réunion que celle-ci est enregistrée afin que nous puissions la diffuser sur la page du club actionnaire pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu être présentes ce soir. Évidemment, si l'un de vous y voyez une problématique, n'hésitez pas à nous l'indiquer et nous pourrons évidemment couper immédiatement l'enregistrement de cette réunion. Je donne enfin la parole à Patrick Seguin, qui va vous introduire le club actionnaire. Merci Sarah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver à ce premier club actionnaire. Alors avant de rentrer dans la présentation, peut-être quelques petits mots d'introduction. D'abord, pourquoi la création de ce club? J'ai toujours été un grand avocat depuis très longtemps de la transparence en interne. On dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la transparence est également de rigueur en externe. Nous avons réalisé, vous le savez, une augmentation de capital au mois de septembre-octobre dernier, avec l'entrée à notre capital de nombreux nouveaux investisseurs. Et il me semble normal de partager notre actualité. Donc l'objectif de ces sessions, de ce club d'actionnaires, n'est aucunement de remplacer la communication financière, qui va continuer avec des communiqués de presse, des conférences de presse qui détaillent nos résultats. L'objectif du club actionnaire, c'est plus de partager notre actualité, le lancement des produits, les campagnes, l'actualité de Damartex avec pas d'informations privilégiées, ce n'est pas du tout l'objectif. C'est beaucoup plus de partager avec vous, avec nos actionnaires et ceux qui le désirent, l'actualité du groupe, ce qui s'y passe, comment le groupe va et comment on envisage l'avenir. Le format, vous le savez, on a créé sur la page damartex.com un onglet actionnaire du club actionnaire sur lequel vous pourrez trouver des copies de nos campagnes de publicité, de nos lancements produits, l'actualité de nouveau de nos différentes marques du groupe, Damar, mais les 7 autres marques également. Et sur ce club actionnaire, vous pourrez trouver également l'accès à des promotions parce qu'il est tout à fait normal que nos actionnaires aient également droit à des conditions qui sont un peu privilégiées pour l'achat de nos produits. Ça, c'est le mode de fonctionnement. En plus de cette information disponible sur le site web damartex.com, on va réaliser 5 fois par an un webinaire tel que celui-ci, qui va prendre 1 heure chrono en main, au cours duquel on va faire un zoom, un accent particulier sur un sujet. Et l'objectif aujourd'hui, avec Bruno Desfaches, qui est le responsable, le CFO du groupe, partager avec vous un peu notre actualité et de partager aujourd'hui la présentation du groupe. Alors, ceux qui nous connaissent depuis très longtemps, les actionnaires de longue date, ne vont probablement pas apprendre beaucoup. Par contre, l'idée, c'est de profiter de ces sessions pour faire rentrer dans l'ADN et dans l'histoire du groupe les nouveaux actionnaires
et on répondra à vos questions après une présentation d'une quinzaine de pages rapide qu'on veut faire en 35 minutes. Donc, comme Sarah l'a dit en introduction, on compte sur vous pour garder vos questions, les noter, et à la fin de la session, on prendra, Bruno et moi, toutes les questions pour répondre de manière la plus transparente possible aux questions que vous vous posez. Donc, Anne-Sophie, peut-être tu peux nous mettre la présentation en plein écran. Et cette présentation, comme la vidéo qu'a mentionné Sarah, sera bien sûr disponible sur l'onglet du club actionnaire sur le site web de damartex.com. Encore une fois, c'est renforcer la transparence pour que nos actionnaires puissent avoir une visibilité sur ce que nous devenons. Alors, en première page, et je vais enfoncer une porte ouverte, la spécificité de Damartex, c'est d'être une société entièrement dédiée à la silver economy. Ce n'est pas nouveau, c'est dans notre ADN depuis de très très nombreuses années. Pourquoi la silver economy? C'est un marché qui est d'abord passionnant de diversité, il est en croissance. On estime qu'à l'horizon 2030, on parle d'1 milliard d'euros de marché potentiel en communauté européenne uniquement. Quelques chiffres qui sont assez interpellants. 92% des plus de 75 ans aujourd'hui vivent à domicile. Donc le terrain de jeu, ce que j'ai coutume de dire en interne, notre bac à sable, c'est la silver economy à domicile. Damartex ne s'intéresse pas et ne s'intéressera pas à la prise en charge de la silver economy en hôpital ou bien dans le voyage ou l'assurance. Notre terrain de jeu, c'est l'accompagnement de la silver economy à domicile. Et je voulais relire les quelques chiffres qui sont sur la gauche. Damartex, c'est un portefeuille de 8 marques que nous avons structuré en 3 piliers. Le premier pilier, le pilier fashion, avec Damar, Affibel et Xandres, on va y revenir. Le second pilier, créé il y a maintenant 6 ans, est le pilier Home and Lifestyle, avec Cooper, Stripe-Agent et Vitrine Magique. Et le troisième pilier est le pilier Healthcare, qu'on ne voit peut-être pas sur la vidéo, j'espère qu'on le voit, qui est caché derrière nos photos, qui montre le côté santé, qui a été créé il y a maintenant 1 an et demi et qui regroupe les marques Santéol et Cédagie. Damartex, c'est un chiffre d'affaires de près de 700 millions d'euros en croissance, avec une structure financière qui est solide, une clientèle de plus ou moins 8 millions de clients actifs au niveau européen, on va y revenir. Damartex, c'est une société familiale, c'est important, avec une vraie dimension entrepreneuriale, avec une vision de croissance pérenne et solide sur la durée, et un business multicanal. Et s'il y a un message que je voudrais que vous gardiez de ce premier webinaire, c'est n'associez pas, s'il vous plaît, la silver economy à Simone dans sa cuisine en tablier. Non, la silver economy aujourd'hui, c'est un modèle qui est très, très, très digital. Vous le voyez dans un des points, c'est 81% d'internautes aujourd'hui en France sont dans les 60-69 ans. Donc la silver economy aujourd'hui est radicalement digitale et Damartex est en route pour arriver dans 1 an à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie digitale. Rapidement, pour passer du temps sur les points les plus importants, à la page suivante, s'il te plaît. Damartex en quelques chiffres. Notre exercice fiscal se termine à la fin juin. Donc, les derniers chiffres qu'on peut partager sur une base annuelle avec vous sont ceux de l'exercice 2019-2020 qui se sont terminés en fin juin 2020 avec 686 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bruno reviendra tout à l'heure sur la tendance des 9 premiers mois de l'année qui, vous allez voir, est très positive, avec un chiffre d'affaires qui est structuré à 73% dans le pilier fashion, 24% dans le pilier home and lifestyle et 3%, c'est l'avenir du groupe dans le pilier healthcare. 8 marques, je l'ai mentionné, une approche résolument omnicanal, une présence dans 9 pays avec plus de 3000 collaborateurs, essentiellement, et c'est l'avenir qu'on envisage pour le groupe, concentré en Europe, parce que le marché potentiel de la silver economy en Europe est énorme, il est en croissance, et aujourd'hui, Damartex ne voit pas de besoin de relais de croissance en dehors de l'Europe aujourd'hui. Peut-être un tout petit peu par de la franchise pour la marque Damar, mais c'est secondaire. La page suivante, elle est très importante pour nous parce qu'on n'a pas attendu la tendance actuelle de la création d'une raison d'être pour s'attaquer au sujet. Depuis plus de 10 ans, Damartex a défini sa raison d'être on senior side, aux côtés des seniors. La traduction en français, c'est soit du côté des seniors ou aux côtés des seniors. On prend les deux et on est résolument un groupe qui se revendique de la silver economy. On a la prétention, sans fausse humilité, de très très bien connaître
le marché de la silver economy. On a créé un observatoire des seniors qui est accessible sur notre site web damartex.com, sur lequel nous partageons beaucoup d'études disponibles. L'observatoire est consulté par des journalistes, par des académiques, parce qu'on considère que Damartex est une référence dans la compréhension de ce monde des seniors. Juste pour partager quelques éléments pour vous, on considère qu'il y a une coexistence de 3 générations de seniors. La génération silencieuse, que vous ne voyez pas, qui est cachée derrière nos photos, née avant 45, les baby boomers, 45 à 61 ans, et la génération X, qui est née après 62. Je rentre depuis maintenant 2 ans dans la génération X, je rentre dans la cible de Damartex avec bonheur et ambition. Le second sujet, pour nous, c'est une base de clientes qui est très fidèle et très engagée. Damartex, c'est 8 millions de clientes en Europe aujourd'hui et 50% de tous nos recrutements qui sont digitaux. Et je reviens sur ce point-là pour partager avec vous cette transition énorme qui est menée depuis maintenant de très nombreuses années d'un groupe qui était essentiellement basé sur de la VPC, de la vente par correspondance traditionnelle, vers un groupe aujourd'hui qui est résolument multicanal, avec 180 magasins, 8 millions de clientes et la moitié recrutée sur le digital. Donc, on dépense beaucoup d'argent, d'énergie et de travail pour développer des expériences de clients qui sont personnalisées, qui sont digitales, avec des équipes qu'on appelle aujourd'hui des data scientists. On n'a pas de nouveau attendu le nom de data scientists pour avoir des équipes très développées en interne pour comprendre nos clientes, et nous analysons le parcours client depuis de nombreuses années sur les 8 marques du groupe. Alors, on va passer un petit peu de temps sur différentes marques du groupe, et aujourd'hui, on va s'atteler un peu plus à la marque Damar, à la marque Cooper, c'est la marque Cedagil. D'abord, le pôle fashion, c'est le pôle historique du groupe, parce que derrière Damartex, vous retrouvez Damar, c'est plus que Damar, Damartex, mais Damar a été créé il y a maintenant plus de 65 ans, à Roubaix, dans le Nord. C'est une marque patrimoniale, historique, qui est une notoriété spontanée de plus de 90%. C'est un bonheur de travailler pour une marque comme Damar. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le groupe il y a plus de 12 ans, parce que c'est une marque qui a un potentiel extraordinaire, un attachement et des valeurs dans sa marque qui sont vraiment, vraiment dans l'air du temps. Je vais y revenir dans un instant. Damar, c'est 8 pays, 155 magasins, avec le fameux thermolactyle sur lequel je vais revenir. Les 2 autres marques fashion que vous connaissez peut-être moins, c'est d'abord la marque Sandress, qui a rejoint le groupe il y a maintenant 5 ans, qui est une marque belge qu'on définit en luxe abordable. On y reviendra au cours de l'année. C'est un modèle qui est équilibré entre des magasins en propre et des distributeurs, du wholesale, et qui est présente aujourd'hui en Belgique, aux Pays-Bas et tout doucement en Allemagne également. 19 millions de chiffres d'affaires, avec clairement un positionnement bien supérieur à celui de Damar en termes de positionnement prix. Affibel a rejoint le groupe il y a presque 10 ans maintenant. Affibel est plus proche de Damar, avec une clientèle d'âge moyen plus élevée que Damar, plus proche de 75 ans, alors que Damar est plus proche de 68-70, avec un positionnement résolument grande taille, morphologie sur Affibel. Encore une fois, on y reviendra dans les mois et les années qui viennent pour partager avec vous l'actualité d'Affibel. Un point à retenir, c'est que nous sommes chez Damartex tous convaincus qu'un groupe se construit sur des marques. Nos 3 marques fashion, Damar, Sandress et Affibel, sont avant tout des marques produits. C'est un point qui est très important à définir. Nous ne sommes pas un distributeur. On a coutume de dire en interne qu'on porte un Damar, on porte un Sandress. On ne porte pas un Camailleux, si je prends un autre exemple. Et cette conviction que l'avenir de la distribution textile est aux marques qui sauront se différencier grâce à un produit de qualité, un produit différent, est vraiment une forte conviction interne. Je l'ai dit plutôt, une vraie expertise en data management, une expérience multicanale et une expansion géographique en dehors de nos marchés de base grâce à des partenariats. Nous sommes au Japon, nous sommes en Australie, nous sommes au Liban grâce à des partenariats. C'est un petit chiffre, mais qui peut-être dans les années à venir est appelé à grandir. Je vais prendre 3 slides et quelques minutes pour revenir un tout petit peu plus sur l'actualité d'Amar.
Le premier, c'est de mettre en évidence le vrai côté omnicanal. Encore une fois, c'est devenu un buzzword aujourd'hui. Aujourd'hui, je considère qu'il y a deux vraies marques omnicanales en France, c'est Yves Rocher et c'est Damar, avec un vrai équilibre sur la France, 40-30-30 entre les magasins, la VPC traditionnelle et le digital. Nous avons 155 magasins sur la marque Damar en France et en Belgique. Nous sommes présents en Angleterre, en Belgique, en Suisse et en France en direct. Ces 155 magasins sont de plus en plus situés dans des centres de périphérie. On a quitté les centres-villes depuis maintenant, on essaye de quitter les centres-villes depuis 7 ou 8 ans maintenant. Et nos magasins types sont des magasins de 200, 220 mètres carrés en périphérie de grandes villes qui offrent un confort d'achat pour la cliente qui est vraiment sans égal. Le deuxième pilier d'Amar, c'est le catalogue. On reste un cataloguiste. Notre conviction, c'est que le papier a un avenir. Il n'a pas un avenir tout seul, il a un avenir avec les magasins, il a un avenir avec le digital. C'est vraiment un élément qui est fondateur dans notre stratégie, c'est d'aborder le client via les différents médias, les différents canaux. Le troisième axe, c'est bien sûr le digital. On tourne aujourd'hui à, vous allez voir dans les chiffres que Bruno communique, avec une croissance de 50 à 60% sur le digital depuis maintenant 9 mois. Ce n'est pas juste l'effet Covid, c'est bien plus profond que ça. C'est le travail de transformation digitale que le groupe a initié il y a maintenant 3 ou 4 ans, avec des investissements humains, technologiques et financiers pour faire basculer la cliente senior dans le monde digital. Si le Covid a joué un rôle, c'est d'accélérer la transition de la clientèle senior vers le digital. La force de Damartech, c'est qu'on était présent en digital et on a pu saisir cette opportunité. Le dernier point à droite que vous voyez moins, c'est le développement que Damar fait depuis quelques années dans le B2B et le B2A. On est présent via Damar Sport, qui est une des marques produits qui est, elle, plus intergénérationnelle, dans des magasins comme le Vieux Campeur, comme Intersport, où nous avons une présence en magasin et sur leur site web, et également en B2A, avec des contrats avec l'armée française, la police belge, et également en B2B, avec des très grands acteurs, entre autres dans la construction, par exemple chez Bouygues, où nous équipons le personnel avec des sous-vêtements thermiques, qui est notre cœur de métier. Donc, un des messages à retenir sur Damar, c'est ce côté vraiment omnicanal. On est bien sûr en digital, en catalogue, en magasin. On est également en wholesale, en B2B. On est également en B2A auprès de l'administration et de grands acteurs. Quelques mots sur la page suivante sur le modèle Damar en termes opérationnels. Nous sommes intégrés verticalement avec une usine en Tunisie sur la partie gauche de la photo de près de 200 personnes basée à Zriba au sud de Tunis où nous produisons par an entre 3,5 millions et 4 millions de sous-vêtements thermiques, des thermolactiles dans notre usine avec notre personnel et surtout notre know-how, notre expertise. On est vraiment intégré du fil jusqu'au client. On a coutume de dire en interne que Damar est créateur, fabricant, commerçant. La photo que vous voyez au milieu, c'est le centre logistique de M, qui est un centre logistique qui dessert toute l'Europe continentale. On a un centre logistique également dans le nord de l'Angleterre, à Bingley, dans lequel on a investi avec une technologie qui s'appelle le Pocket Sorter, que vous voyez brièvement sur la photo inférieure, avec des systèmes de tri qui sont assez avant-gardistes. Quand on a mis en place ce système de tri à pochette, de Pocket Sorter, qu'on a mis en place il y a 4 ans maintenant, on est une des 3 premières entreprises en France qui utilisent cette technologie. Donc, un outil industriel qui est vraiment prêt pour l'avenir. Et la dernière page, parce que Damar est avant tout une marque produit, c'est quelques éléments de notre actualité. Sur la partie gauche, vous voyez le développement de la partie éco-responsable de Damar. C'est un sujet qui est sur nos radars depuis maintenant 18 mois de manière beaucoup plus sérieuse et ambitieuse, avec le lancement de la gamme Regeneration en fibres recyclées, qui prend beaucoup d'ampleur dans notre offre, avec une certification Ecotex sur la plupart de nos produits sous-vêtements. Et à partir de l'été prochain, 100% de nos sous-vêtements seront certifiés Ecotex. Donc, un premier axe de développement d'éco-responsabilité et d'éco-conception sur une très grande partie de notre gamme. Au milieu de la slide, vous voyez la gamme invisible que nous avons lancée il y a maintenant 8 mois, qui est un vrai carton.
on a tendance à associer la marque Damar uniquement avec du sous-vêtement. La photo ou la page qu'on vous partage ici n'inclut pas de sous-vêtement pour deux raisons. La première, c'est qu'on est en printemps-été et que le sous-vêtement n'est pas au cœur de la proposition. Et surtout, c'est qu'on reviendra vers vous au webinaire de début septembre avec le lancement du tout nouveau packaging et de la nouvelle gamme sous-vêtements qui sera un gros événement pour la marque Damar. Donc, on réserve comme exclusivité en communication pour début septembre. Je voulais partager cette slide pour vous montrer qu'à côté du sous-vêtement, il y a beaucoup de développements qui sont vraiment très importants sur le produit. La corsetterie avec la gamme invisible qui a été lancée il y a 8 mois et qui est au rendez-vous. Sur la partie supérieure, le pantalon, on n'y parle pas souvent, mais Damar est un acteur très significatif sur le pantalon. Le jeans avec la marque Perfect Fit qu'on a lancé il y a maintenant 4 ans. Fruit de recherche également pour un produit qui inclut de l'élastane et qui a vraiment un porté vraiment extraordinaire. Et l'autre gamme que je voulais mettre en évidence, c'est la gamme chaussures avec la gamme amortile et d'autres développements que nous avons introduits sur le marché depuis de nombreuses années maintenant. Parce qu'on a coutume de dire avec nos clientes, quand vous êtes bien dans vos baskets, vous ne les changez pas. La gamme chaussures pour Damar aujourd'hui, c'est environ 9 à 10% du chiffre d'affaires avec un développement produit très significatif. Voilà en quelques mots l'actualité Damar, à retenir la gamme invisible qui est un vrai carton, l'éco-responsabilité avec le lancement de Regeneration et la puissance de la marque Perfect Fit sur le pantalon. Voilà en quelques mots sur Damar. Je vais passer la main maintenant à Bruno pour la seconde partie de la présentation sur la partie Home and Lifestyle. Merci Patrick. Il y a maintenant un peu plus de 8 ans, on a créé une nouvelle division autour de l'équipement de la personne et de la maison qu'on a nommé le pôle Home and Lifestyle. On s'est rendu compte après, et ça s'est confirmé, que le marché textile était plutôt en décroissance. Et donc, malgré nos marques de qualité différenciantes, sur un segment qui est porteur, le senior, on a pensé que la diversification du groupe était importante, d'où la création de ce pôle qui s'est fait par acquisition en 2013 avec l'acquisition de Coopers, qui est en Angleterre, qui fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une offre qui est assez réduite, c'est à peu près 1000 références produits, beaucoup de nouveautés, et je vais faire un petit zoom sur Coopers juste après. On a fait l'acquisition de Drypagion et Vitrine Magique en 2016 pour compléter ce pôle, compléter les marchés, puisque Coopers est présent en UK, Drypagion en Allemagne, en Autriche et dans les pays de l'Est via des distributeurs. Et l'offre de Drypagion qui est un peu plus large, avec une mise en scène qui est très développée, avec une communication importante, aspirationnelle pour ce type de produit, et déployée également en France via la marque Vitrine Magique. Drypagion et Vitrine Magique, c'est à peu près 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a 3 marques sur, on va dire, 3 pays principaux, mais autour d'un seul concept, avec l'ambition d'améliorer le confort des seniors au quotidien, autour de différentes catégories de produits. Donc, c'est sur le jardin, la cuisine, la maintenance de la maison, la décoration, le bien-être. Et donc, on développe ces gammes de produits pour le bien-être des seniors. Pour améliorer ce développement produit, on a créé un bureau d'achat en Chine, à Shanghai. Il y a à peu près 20 millions de dollars par an qui passent par ce bureau pour servir ces différentes marques. Ça nous permet d'être plus proches de nos partenaires, fournisseurs. Ça permet surtout d'améliorer et de garantir la qualité qui est attendue par les consommateurs. L'accélération digitale est au cœur de ces marques. Si je parle de Coopers, par exemple, c'est près de 40% du chiffre d'affaires qui est réalisé en e-commerce et donc avec une accélération qui est très forte. Pour continuer à différencier ces marques, on a créé des marques propres par catégorie. Je ne sais pas si on les aperçoit à l'écran. Donc, sur la catégorie cuisine, on va utiliser Basilico et donc on va brander les produits pour les différencier auprès de la concurrence, ou Victor Tools sur le jardin. Donc, on va continuer ces efforts de différenciation jusqu'à certainement du design et du développement produit au cœur de cette proposition.
Si on fait un petit zoom sur Coopers, Coopers, c'est presque le fleuron du groupe avec un développement extraordinaire. On a racheté, donc je vous le disais, Coopers en 2013. C'est basé au nord-est de Londres, à Bishop of Stortford. C'est une entreprise qui est composée à peu près de 200 personnes. Et vous voyez des exemples de produits. Alors, il n'y a pas d'innovation extraordinaire. Vous ne retrouverez pas la montre Apple chez Coopers. Par contre, des produits qui facilitent le quotidien, qui apportent du plaisir aux seniors dans leurs instants de vie. Alors, on est sur des produits pratiques, utiles, astucieux, intelligents, qui sont sélectionnés par des équipes, je vous disais, qui sont basées en Angleterre, en coopération avec le bureau d'achat à Shanghai. Et on va en fait essayer de détecter les besoins des seniors, parfois adapter l'offre produit pour répondre aux enjeux des seniors avec un rapport qualité-prix qui doit être exceptionnel. On a créé un peu plus récemment un autre pôle, le pôle Healthcare, c'est en début 2020. Là aussi, pour se dire, on a un marché de la silver economy qui est en train de se développer et où est-ce qu'on pourrait continuer à diversifier le groupe. Et donc, on a choisi d'aller vers la santé, qui est un enjeu important, vous le savez, pour les seniors, avec l'acquisition de Santéol, tout début 2020, fin 2019 même, qui est un spécialiste prestataire de santé à domicile, spécialisé donc sur l'assistance respiratoire, au cœur de sa proposition avec le traitement de l'apnée du sommeil, mais aussi avec des services autour de l'oxygénothérapie, la ventilation non invasive. Santéol, c'est 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une présence notamment dans l'Est de la France, avec le siège à Strasbourg. C'est une équipe de 50 personnes, avec aussi une antenne à Aix-en-Provence, et puis plus récemment, une antenne à Paris, puisque la volonté, c'est de développer un réseau d'agences, soit en organique, en créant de nouvelles agences, soit par des acquisitions. Et là, on vient de racheter Eden Medical, qui est basé à Croissy-sur-Seine, donc en région parisienne, pour être capable de déployer Santéol sur toute l'Île-de-France. Santéol, c'est des équipes hyper engagées avec des personnes qui sont de très grande qualité, un système d'information qui est vraiment différenciant, qui permet de coordonner les soins entre le prescripteur, qui sont les médecins spécialistes, des patients et les prestataires autour de Santéol. Donc, on a beaucoup d'ambition de développement sur cette partie healthcare via de la prestation. Le deuxième axe dans ce pôle, cette division santé, healthcare, c'est Cédagile. Cédagile, donc là, on est sur le maintien à domicile. C'est une entreprise qui est basée en France, qui fait un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, là aussi en forte croissance. Et pour Cédagile, on va peut-être aller à la page suivante. On a un petit zoom sur aussi l'offre produit. Donc, c'est une marque, je ne sais pas si on aperçoit le… Oui, c'est une marque qui a été créée en 1991 par Damar. Aujourd'hui, le siège de Cédagile est à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. C'est environ 50 personnes. Et donc là, on est sur le maintien à domicile, donc une offre, là, pas de prestation, mais de distribution de produits pour justement la mobilité. On est sur des chariots, des cannes de marche, des tables, des supports dans le salon ou dans la salle de bain pour aider les personnes à améliorer leur confort à domicile. Alors, on n'est pas sur des personnes hyper dépendantes, elles sont chez elles, mais elles ont besoin de produits pour les aider dans leur quotidien. Cédagile est en forte croissance et la cible client, alors c'est un peu délicat parce qu'on est à la fois sur les clients et parfois les aidants. C'est une moyenne d'âge de 78 ans aujourd'hui. C'est un business qu'on développe en France
mais également en Angleterre, qui représente 25% du chiffre d'affaires. Je n'ai plus la connexion, mais j'ai le son, je crois. Donc, je vais continuer. Voilà, on vous a présenté les 3 divisions du groupe. Et vous savez qu'on a engagé depuis presque 2 ans maintenant un projet de transformation avec 5 axes. Et vous avez eu quelques exemples sur la révolution de l'image, la modernisation d'expérience client et des marques du groupe, une accélération sur le digital, un rééquilibrage du portefeuille avec des développements sur l'équipement de la personne et de la maison, sur la santé. Dans un environnement externe très chahuté, une priorité à l'agilité, des investissements importants dans la partie informatique et en supply chain, et aussi des efforts de formation pour garder le maximum d'agilité dans nos organisations. Et enfin, un engagement assez fort, pas pour changer le monde, mais changer notre monde, avec une responsabilité sociale et environnementale qui était déjà bien ancrée dans le groupe, mais qu'on a voulu mettre en avant pour aussi l'accélérer. Chaque axe stratégique est mesuré dans son exécution avec le Net Promoter Score, où on mesure par exemple la qualité de l'expérience client dans des différents canaux de distribution, le chiffre d'affaires e-commerce, et là on est un petit peu en avance puisqu'on visait à horizon 2022 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, on y sera certainement à ce niveau dès cette année. L'extension du pôle Home and Lifestyle et Healthcare et pour atteindre 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là aussi, on est un petit peu en avance et on y sera déjà dès cette année. Enfin, l'agilité qu'on mesure par un questionnaire interne où on vise 75% de recommandations de nos équipes pour l'agilité au cœur de Damartex. Aujourd'hui, on est à 70%, donc on s'en approche. Et puis le Gaia Rating, qui est une agence de notation externe, qui va évaluer notre empreinte carbone, notre gouvernance, notre éthique vis-à-vis de nos partenaires. Et donc là, on est à 52%, donc on se rapproche de notre ambition des 70%. Donc une stratégie claire, une évaluation de cette stratégie, un partage et une communication en interne et en externe du résultat de la mise en œuvre de cette stratégie. Et cette stratégie, elle se confirme aussi et elle se mesure par une performance financière. Vous le savez, on a une activité qui est assez dynamique sur 9 mois. Alors, c'est pas facile parce qu'on a nos magasins qui ont été fermés sur le quasiment plus gros mois de l'année. C'est 170 boutiques qui ont été fermées au mois de novembre. Malgré ça, il y a une bonne résilience du réseau avec un chiffre d'affaires qui est en retrait, certes, mais de 15%. Donc, c'est plutôt correct dans cet environnement. Et la vente à distance s'est très bien comportée, et notamment Internet, où là, sur 9 mois, on est à 107 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de plus de 60%, et une accélération sur le dernier trimestre, puisqu'on est à plus de 70% de croissance sur Internet. Les marques se comportent très bien, notamment Damar, avec une croissance de 9% sur 9 mois, ce qui est assez extraordinaire dans cet environnement. Affibel, qui continue son repositionnement, est légèrement en retrait, mais on commence à avoir des signaux positifs sur le repositionnement de cette marque. Et puis, je voulais évoquer un Coopers qui nous fait un grand soleil avec une évolution de l'activité à plus 64%. Alors, c'est pas nouveau, hein, Coopers depuis 2 ans et demi, a des taux de croissance à 2 chiffres. Et donc, ça s'est confirmé et accéléré aussi sur ces 9 derniers mois. Enfin, je mettrai en avant Cédagile sur la partie maintien à domicile, avec aussi une croissance à plus de 15% sur 9 mois. Donc, on a une croissance sur tous les pôles, sur toutes les marques, sauf certaines où on a pris des décisions milieu d'année dernière sur l'arrêt des marques Delaby et Maison du Jersey, et la cession également de Jours Heureux, avec la volonté, pour accélérer notre transformation, de concentrer nos investissements sur les marques, on va dire, avec une plus forte différenciation et
avec un potentiel de croissance plus important. Je vous le disais, une accélération sur le dernier trimestre sur le e-commerce, mais au global, puisque la croissance du groupe était à plus de 20% sur les mois de janvier, février et mars. Donc, une belle accélération. Et puis, des résultats semestriels qui sont solides. On a communiqué début mars donc des résultats sur les 6 premiers mois, donc de juillet à décembre, en forte augmentation en termes de profitabilité, tant sur le résultat opérationnel courant qui passe de 2,4 millions d'euros à plus de 15 millions d'euros. Un indicateur important, l'EBITDA, qu'on mesure sur 6 mois à 26,6 millions d'euros, donc c'est plus de 6% du chiffre d'affaires, même si on a un effet de saisonnalité et donc on ne peut pas faire x2 pour avoir l'EBITDA annuel. Néanmoins, on était assez satisfait sur cette performance des 6 premiers mois. Cette performance, couplée à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement et avec une augmentation de capital au mois d'octobre de près de 34 millions d'euros, ça donne une capacité en termes de cash avec une variation de trésorerie de près de 65 millions d'euros sur 6 mois, ce qui est extraordinaire. Et donc, ce qui nous permet d'être solide financièrement et d'engager sereinement la transformation qui est en cours. Je terminerai sur l'actionnariat, puisqu'on est face à nos actionnaire. Donc, après l'augmentation de capital, après l'augmentation de capital du mois d'octobre, on a un actionnariat donc qui s'est resserré. Alors, bien sûr, avec le support de la famille qui représente 73%, JPJD, JPJ2 et la famille des pâtures, donc cumulé, c'est 73% de l'actionnariat du groupe. On a augmenté la partie publique et en partie grâce à vous, avec 17,3% maintenant de l'actionnariat qui est dans le public. Damartex est propriétaire de ses propres actions à hauteur de 4,2%. Et on a également une société qui s'appelle Silverco, qui est détenue par le management du groupe, avec le support de JPJD. Et donc, on retrouve les 8 managers qui sont les directeurs généraux du groupe Damartex, des directeurs généraux des marques, et bien sûr Patrick Seguin et moi-même qui sont dans cette société qui détient un peu plus de 5% du capital de Damartex. Voilà pour la présentation qu'on voulait vous faire, et maintenant on souhaiterait répondre à vos questions qu'on espère nombreuses et ouvertes. Sophie, tu peux peut-être retirer la présentation, voilà, comme ça on aura une visibilité. Alors dites-nous s'il y a des éléments spécifiques sur lesquels on peut vous éclairer. J'ai commencé cette session en parlant de transparence. On a beaucoup d'enthousiasme et d'ambition dans la mise en œuvre de notre plan, donc on est toujours heureux de partager les composantes de ce plan. Est-ce que je peux vous m'entendez là? On vous entend. D'accord. D'abord, je voulais vous remercier parce que vous avez été… il y a eu un retournement en quelques mois de façon incroyable depuis l'augmentation de capital. Quand on voit le cours de bourse, l'évolution du chiffre d'affaires, la trésorerie, c'est vraiment impressionnant. Bravo à toutes les équipes. Donc, on a vu pardon, je suis un petit peu… Ça, c'est le vaccin Covid. Comment je vais dire? On a vu l'augmentation très forte du chiffre d'affaires. Est-ce que la marge opérationnelle va se maintenir ou peut-être augmenter? Ma première question. Et quand je vois l'augmentation de plus de 60% des commandes Internet, est-ce que l'entrepôt de Clémenceau va réussir à suivre et pendant combien de temps cette augmentation de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il faudra l'agrandir ou le déménager? Je ne sais pas. Voilà mes questions. Merci. Sur la première question, c'est l'occasion de rappeler un peu l'objectif du club d'actionnaires. Ce n'est pas de se substituer à une réunion de partage de chiffres financiers. Et à nos réunions financières également, on a pris l'habitude depuis de très nombreuses années de ne pas donner de perspective sur ce qu'on peut attendre à l'avenir. Donc, à la question, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation de la marge opérationnelle,
je dirais en souriant, vous verrez, on a confiance dans notre plan, mais on ne fait aucune prévision, on ne communique aucune prévision sur l'avenir. La seconde question sur notre capacitaire, je pense que là, on peut clairement dire que sur l'entrepôt de Clemenceau, comme l'usine en Tunisie, comme nos entrepôts en Allemagne ou en Angleterre, aujourd'hui, on a du capacitaire pour faire face au moins aux 3 années à venir sans investir dans l'extension de points. Donc ça, c'est un élément sur lequel on a un socle industriel de la production jusqu'à la distribution qui est assez solide et qui peut nous garantir de bien dormir sur les quelques années à venir. J'en profite peut-être pour rebondir un tout petit peu sur l'introduction et merci pour les mots d'encouragement. En interne, les équipes ont souffert du début de crise par cette incertitude qu'on a tous vécue entre avril et juin. Et mon équipe de direction était très, très, très frustrée parce que le plan de transformation que Bruno a présenté sur les 5 axes, on l'a lancé 1 an avant le Covid, ou la Covid. Et ces 5 axes de transformation sont vraiment, vraiment très, très importants parce qu'ils sont en train de faire évoluer fondamentalement et en profondeur le modèle d'Amartex. Et ces axes commençaient à payer avec des résultats qui étaient prometteurs en janvier 2020. Et puis, là, quelque part, la Covid est arrivée, la pandémie est arrivée et là, tout foutu par terre. Comme tous nos collègues et concurrents, on a souffert pendant quelques mois. Et puis, quelque part, les investissements qu'on a mis sur la table depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, avant la crise de la pandémie, ont porté leurs fruits, nous ont permis de rebondir très, très vite. Donc, en effet, on a des chiffres qui sont encourageants depuis le mois de septembre. On est satisfait et on est confiant que c'est aussi le travail réalisé depuis 3 ans dans ce plan de transformation qui nous ont permis de bien rebondir et d'envisager l'avenir avec, je dirais, ambition et confiance. Merci pour les encouragements en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels je peux partager quelques éléments de notre transformation? Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur la stratégie d'acquisition dans le pôle healthcare. Comment vous voyez l'avenir? Combien d'acquisitions? De quel type? Est-ce qu'on peut en savoir plus à ce sujet? Merci, c'est une question qu'on a régulièrement dans les réunions avec les analystes financiers. Donc, je ne vais rien dévoiler d'original ou qui n'a pas été dit dans d'autres cercles. Clairement, le développement d'Amartex sur 3 piliers est au cœur de notre stratégie depuis de nombreuses années. Le textile et l'historique. On a développé le home and lifestyle depuis maintenant 6 ans avec des résultats qui sont très prometteurs, entre autres sur Coopers. Et depuis maintenant 1 an et demi, on a développé le pôle santé qui est petit aujourd'hui, mais qui est structurellement beaucoup, beaucoup plus rentable. On a communiqué sur le fait que notre croissance sur le pôle healthcare, elle serait à la fois organique et par acquisition. On a concrétisé ça par l'acquisition d'Eden Medical au mois de février, c'est ça, Bruno? On continue à travailler sur le sujet. Encore une fois, on ne va rien dévoiler maintenant parce que ce n'est pas l'objectif, mais avec l'augmentation de capital que nous avons réalisée et aussi l'excellente gestion de trésorerie et de BFR par nos équipes, on a les moyens financiers pour continuer à croître en acquisition sur le pôle healthcare ou sur le pôle home and lifestyle. C'est la stratégie qu'on martèle depuis de nombreuses années. Vous dire ce qui va sortir la semaine prochaine, je ne peux pas et je ne saurais pas non plus parce qu'il ne va rien se passer dans les quelques jours qui viennent, ça c'est certain. Mais la vision stratégique et le cap, il est clair. Mais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, on a fait quelques acquisitions qui se sont bien déroulées, qui ont été au rendez-vous de nos attentes, tant au niveau culturel qu'au niveau financier. On va essayer d'aborder l'avenir avec la même rigueur, la même discipline. C'est un métier qu'on commence à posséder un tout petit peu et on ne fera pas de folie, on fera les choses sérieusement et quand l'opportunité de qualité se présentera, on va essayer de la négocier au mieux et l'intégrer dans le groupe. Autant je reviens sur le côté valeur et culture qu'au niveau fit stratégique. Ce qu'on peut peut-être ajouter sur le sujet, c'est que
il n'y a plus de très gros acteurs. Et quand je dis un gros acteur, Santéol, par exemple, est un gros acteur à près de 10 millions d'euros. Il y a déjà eu une première partie de consolidation du marché. Donc là, on est sur toujours une autre consolidation avec des petits acteurs qui regardent des investisseurs potentiels parce qu'il y a de plus en plus de barrières à l'entrée sur ce secteur. J'évoquais les systèmes d'information, par exemple. Aujourd'hui, on a l'obligation de faire du télésuivi pour ce type de prestations. Et donc, on a des petits acteurs qui ont des difficultés à suivre en fait ces évolutions techniques ou législatives. Et donc, ça, c'est une opportunité. Donc, on sera certainement dans des petites acquisitions plutôt que de grosses. On avait communiqué lors de l'augmentation de capital qu'on a une enveloppe de l'ordre de 30 millions d'euros pour réaliser ces investissements dans le pôle healthcare. Après, selon la qualité du développement du business et de la profitabilité de Damartex, on ajustera à la hausse ou à la baisse cette enveloppe. Mais ça donne un ordre de grandeur. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou spécifiques aux trois marques, ceux qui leur donnent un peu plus de visibilité, Damar, Coopers ou Cédagil, sur lesquels on peut revenir? On met toujours les silences pour faire venir des questions. L'idée, c'est de créer un rythme dans ces réunions. Le thème de la prochaine conférence sera réellement le lancement du thermolactyle dans son nouveau packaging, qui est un gros événement pour Damar à l'automne prochain. Et là, on rentrera beaucoup plus en profondeur sur l'histoire du thermolactyle et nos ambitions sur le sous-vêtement thermique, qui reste pour la marque Damar un élément absolument essentiel et qu'on pense très dans la modernité. Donc, j'ouvre des portes s'il y a des sujets particuliers que vous voudriez toucher, en sachant qu'on va couvrir sur les mois et les années qui viennent beaucoup de sujets avec vous, de manière transparente. Est-ce que vous avez touché au PGE ou pas du tout? On peut expliquer ça, tout à fait. Bruno, tu peux expliquer? Non, donc la réponse est non. On n'a pas touché, donc on a mis en place un prêt garanti par l'État de 80 millions d'euros au cœur de la crise. On manquait fortement de visibilité au mois de juin l'année dernière. Et donc, on a fait cette demande et on a eu ce PGE, on a eu l'accord au mois de juillet. Ça a été versé sur nos comptes au mois d'août. Et fort heureusement, voilà, avec le rebond du business et ensuite avec l'augmentation de capital, avec la bonne gestion de notre besoin en fonds de roulement, on s'est retrouvé et on est aujourd'hui dans une situation de trésorerie qui est plus que correcte, puisqu'on est repassé positif en termes de cash net. Vous savez peut-être qu'on a aussi 120 millions d'euros de lignes de crédit. Donc, on est capable d'aller jusqu'à des découvertes de 120 millions d'euros. À fin décembre, on était à plus 18 millions d'euros. Donc, ça fait des ressources mobilisables de 120 plus 18, 138 millions d'euros. Et on avait le PGE de 80 millions d'euros en plus. Donc là, on l'a bien sûr pas utilisé et on va se poser la question à savoir si on veut le conserver. Alors, on avait, je crois, communiqué à l'époque, surtout en interne, comme un PGE, c'était une forme d'assurance. Si ça se passait vraiment mal, et aujourd'hui, tout est plus facile, 6 mois, 9 mois après cette crise, même si on a encore des périodes difficiles de confinement et de fermeture de magasins, et c'est encore le cas aujourd'hui, vous le savez, on voit que le groupe résiste et même continue à se développer dans cet environnement. Donc, on n'a pas utilisé cette enveloppe et on se posera la question dans les prochaines semaines, les prochains mois, est-ce qu'on doit rembourser ce prêt parce qu'on a une bonne visibilité et donc c'est pas nécessaire, ou est-ce qu'on le conserve parce que ça reste une assurance, vous le savez, c'est pas très cher,
Donc, cette question sera abordée très bientôt. Oui. Est-ce que vous avez pu faire de nouveaux employés de nouveau, vous embaucher de nouveau ou... Oui, on n'a pas. C'est une bonne question, mais ça permet un petit peu de vous dire comment on a traversé la crise. Je pense que la force d'un entrepreneur, c'est de garder le cap, même à travers de la tempête. Ce qu'on a fait au début de la tempête, la priorité numéro 1 a été la santé de nos employés et de nos collaborateurs, parce que c'était la priorité et que on se le devait à nos équipes et à nous-mêmes également de mettre ça en priorité numéro 1. On a passé beaucoup de temps dans les premières semaines à s'assurer que tous les protocoles sanitaires étaient en place. Après ça, on s'est dit comment est-ce qu'on aborde l'avenir, et on a abordé l'avenir résolument, de manière ambitieuse, en accélérant la mise en œuvre de notre plan de transformation. On a continué à investir en ouverture de magasins, en campagne de publicité, en recrutement. La question est, est-ce qu'on a arrêté le recrutement? Pas du tout. On a ciblé où c'était nécessaire. On a dû faire le choix de fermer certaines activités, avec la fermeture de Jours Heureux, Maison du Jersey, de l'habit. Ça a entraîné des pertes d'emploi, certainement, mais on s'est concentré sur moins, mais mieux. Et où c'était nécessaire, dans des positions nouvelles en informatique, en e-commerce, on a continué à recruter où c'était nécessaire. Donc, on envisage l'avenir avec toujours de l'ambition. Si je prends une anecdote, on a réalisé au mois de fin octobre une campagne de télévision en France et elle a commencé le lendemain du confinement. Et les équipes d'Amar se sont posé la question, est-ce qu'on continue? Et bien sûr qu'on a continué, et bien sûr qu'on a bien fait de continuer. Parce que cette campagne de télévision en France, en Belgique et en Angleterre, qui était une campagne multinationale, elle a renforcé la puissance de la marque, elle a permis de passer la tempête malgré la fermeture des magasins grâce à l'Internet. Donc, cette vision de voir plus loin que la semaine qui est peut-être confinée et de continuer à investir dans du personnel de qualité, dans des marques qui sont puissantes, c'est vraiment un dénominateur commun. Donc, on aborde toutes ces crises avec beaucoup d'humilité, beaucoup de pragmatisme, mais vraiment une vision moyen terme de se dire nos marques et nos équipes seront plus fortes dans 5 ans qu'elles ne le sont aujourd'hui. Merci. J'imagine que pendant la crise, il y a eu beaucoup de télétravail. Comment ça s'est passé? Et est-ce que, suite à la crise, vous pensez que l'organisation du travail dans les entreprises va être transformée ou va revenir à telle qu'elle était auparavant? C'est une bonne question. Alors, clairement, le message qu'on a passé au COMEX en interne et ma conviction personnelle, c'est qu'il n'y a pas de monde d'avant et de monde d'après. Je crois que la pandémie a été un accélérateur de tendance et le travailler différemment était une tendance qui était sur les cartes depuis longtemps. Elle a été accélérée par la crise. Avant la crise, on était à 2 jours de télétravail potentiel pour tous nos collaborateurs d'Amar France et de l'équipe corporate. Alors, ce n'est pas pris par 2 jours par semaine, mais on avait lancé le sujet il y a maintenant 3 ou 4 ans déjà, 4 ans. avec les outils. Donc, on était assez prêts. On a migré nos centres d'appel en télétravail en l'espace de 3 jours, où au cœur de la crise, 100% de nos équipes prenaient des appels téléphoniques à domicile. Donc, on était un peu préparés, on n'est pas parti de rien. À la question, est-ce qu'on va revenir au monde d'avant, après la crise? Certainement pas. Je pense que le travailler différemment va continuer. La pandémie était un accélérateur, mais pas un déclencheur. Les nouvelles générations, la recherche de sens de nos collaborateurs de moins de 30 ans, leur besoin de travailler différemment, il existait avant la crise et il va seulement se renforcer. Donc aujourd'hui, on est en effet en télétravail à très, très grande échelle. Ma conviction, c'est que le télétravail restera une partie importante. Est-ce que ça sera 3 jours, 2 jours? Ça va en fonction des postes, des emplacements, des besoins de chacun. Je crois qu'une entreprise va s'adapter à son environnement, aux tendances de son temps. Et un des gros sujets qu'on discute en COMEX, c'est de comment envisager le retour au bureau, parce que notre conviction, c'est que la vie au bureau sera très différente et continuera à être très différente dans les années qui viennent, pandémie ou pas. Mais c'est un très, très beau sujet parce qu'il n'est pas noir et blanc, il est individuel, il dépend des jobs, il dépend des localisations. On
on a la chance d'avoir des bureaux qu'on n'est pas au centre de Paris, de Berlin ou d'Amsterdam. Mais je pense que les grandes tours avec tout le monde qui venait travailler avec 1h30 de RER auparavant, ces jours-là sont derrière nous. Il faut, pour que nos collaborateurs soient efficaces et trouvent du sens et du plaisir au travail, offrir un environnement de travail, si on vient au bureau, qui est riche. Sinon, ça ne sert à rien. On peut rester à la maison et le faire aussi bien. Bon, c'est un sujet beaucoup plus vaste que Damartex. Je vois l'heure qui tourne, il nous reste 3 minutes pour rester dans l'engagement qu'on s'est pris de faire ça en 1 heure. Est-ce que vous avez encore une question, peut-être? Parfait, alors je vous donne rendez-vous dans 2 mois, ceux qui sont intéressés et les autres s'ils veulent rejoindre, où on passera probablement du temps sur l'automne-hiver qui vient pour la marque Damar. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci.